Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un retour sur Final Fantasy VII Rebirth. Alors, format un peu particulier car contrairement aux reviews habituelles, j'ai pris un peu de temps pour poser à l'écrit ce que j'avais envie de dire sur le jeu. Et ce, bien sûr, sans spoiler. D'ailleurs, pour illustrer cette vidéo, je n'utilise que des images d'exploration du tout début du jeu, tirées de mon stream et ne révélant rien sur l'intrigue. Moi, ça me fait des économies de montage. Mais enfin bon, parlons-en de ce jeu. Bon, je pense que tout d'abord, il serait de bonne loi de vous parler de mon lien avec la licence Final Fantasy, le set original et ce projet de remake pour que vous puissiez identifier de possibles biais s'il le faut. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je suis un énorme fan de la licence. C'est ma série favorite du monde du gaming que j'ai découvert durant mon enfance et que je n'ai jamais lâché. Le 7 n'était pas mon premier jeu de la licence et n'est à vrai dire même pas mon favori, même si je l'aime d'amour, vu qu'il a aussi marqué mon enfance, donc à la base, le projet de remake me hypait autant qu'il m'inquiétait. Puis est sorti en 2020 l'épisode de remake, que j'avais beaucoup aimé, malgré certes quelques défauts, et qui, dans son scénario, m'avait autant inquiété que rassuré pour sa suite. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet et parlons de cet épisode Rebirth. Alors déjà, parlons de la technique. Là-dessus, le jeu est sympathique. Je dirais pas que c'est le plus beau jeu de l'univers, loin s'en faut, mais qui reste au global très propre avec sa DA qui fait la diff. Mais on se doute bien qu'il aurait pu être plus beau, mais que des concessions ont été faites pour implémenter un open world à la différence de Remake qui était très cloisonné. Parlons-en donc de cet open world qui est un gros morceau. Alors, il faut savoir que c'est pas un vrai open world à proprement parler. C'est plus des très grosses zones avec un goulot d'étranglement entre les zones que tu peux parcourir plus ou moins librement. Alors ne vous attendez pas à du Zelda ou du Elden Ring niveau exploration, on est clairement sur du modèle Ubisoftien, avec les tours, les points d'intérêt, etc. Est-ce que c'est mauvais? Pas forcément. Dans le cas ici présent, à moitié. Je dirais que la plupart du temps, il n'est pas désagréable à parcourir, même si peu intéressant dans sa construction. Il faut relever surtout qu'il peut se relever parfois frustrant, car un caillou ou une hauteur de mur à peine trop haute vont complètement bloquer votre progression. Puis il y a quand même quelques zones que je n'ai pas aimé parcourir à cause de blocages un peu superficiels au niveau du parcours et de la construction même de la zone. Puis ne vous attendez pas à prendre le jeu en défaut en arrivant dans une zone avant que l'histoire ne vous y amène, car tout est bloqué et ou désactivé si vous n'avez pas suivi les différents points vous y amenant. Bon, on pourrait croire que je parle très mal de cet open world, mais dans les faits, il reste quand même efficace et accompagne plutôt bien la progression, donc pas une purge. Surtout que dans sa promesse d'être proche de l'original avec cet open world, on retrouve aussi pléthore de mini-jeux. Et quand je dis pléthore, le mot est faible. D'un côté, on a le Queen's Blood, jeu de cartes à mi-chemin entre le Gwent de The Witcher 3 et le Triple Triad de Final Fantasy VIII, qui va nous accompagner tout du long de l'aventure, et de l'autre, plusieurs mini-jeux par-ci par-là spécifiques aux zones que nous traversons. Tout est prétexte à un mini-jeu, et parfois à outrance. Certains ne sont pas aussi polish que d'autres et on doit quand même s'y essayer une fois pour avancer, mais vraiment rien de rédhibitoire dans les faits vu que tu peux vite passer à autre chose. Et surtout, certains fonctionnent très bien, comme le Queen's Blood ou d'autres que je tairai ici. Et je parle même pas du Gold Saucer, qui a ses propres mini-jeux en plus d'étendre certains déjà existants. Vraiment, ça me semble être un des points majeurs du titre, sa générosité en termes de contenu au travers de ces mini-jeux. Certains plairont, d'autres non, mais il y a à manger, en quantité, et pour tout le monde. Sinon, jouer à ces mini-jeux c'est sympa, mais le système de combat en lui-même, c'est peu ou prou une itération de celui de Remake qui se permet de rajouter un peu de technique avec une garde parfaite et un intérêt augmenté de l'esquive qui ne servait pas tellement par rapport à la garde dans Remake quand on avait saisi le système de jeu.
Mais en soi, on est toujours sur un système de temps réel avec pause tactique, d'ennemis avec une jauge de stagger héritée de Final Fantasy XIII qu'il faut descendre pour pouvoir infliger d'énormes dégâts aux ennemis quand ils sont à terre. Mais l'autre ajout important, ce sont les nouveaux personnages jouables avec leur gameplay propre, et autant dire qu'ils sont encore une fois tous uniques et qu'il y en a encore une fois pour tout le monde. J'ai mes petits favoris que j'ai adoré jouer et j'ai hâte de voir les gameplays que vont nous réserver les derniers personnages que le prochain jeu nous proposera. Puis je tiens à dire que la mise en scène pendant certains boss fights sont franchement très qualitatives et dynamiques. On n'est pas sur de l'épique titanesque tel que le proposait Final Fantasy XVI, on est quand même sur une super proposition très spectaculaire. Et je vais balancer une évidence avant d'attaquer le gros morceau qu'est la narration, mais il faut le dire. Oh Saint Arceus, mais quelle OST bordel! Elle est si vaste dans les styles parcourus, si puissante dans les moments qu'elle accompagne, si désinvolte quand il le faut. J'ai pris un pied sans nom à découvrir les morceaux au fur et à mesure du jeu, que ce soit les reprises ou les nouveaux morceaux. L'armée de compositeurs et d'arrangeurs de Square Enix a fait un travail qui restera dans les mémoires, je vous le garantis. Rarement OST ne m'aura autant procuré d'émotions que celle-ci. Bon bah maintenant rentrons dans le vif du sujet avec la narration, toujours sans spoiler bien entendu. Alors il faut dire qu'elle est bougrement efficace. Comme dans les autres aspects du jeu déjà évoqués, aucune dépense n'a été épargnée pour proposer un spectacle grandiose. La mise en scène des différentes cinématiques n'est jamais feignante et se permet même quelques moments d'éclat dans du contenu annexe. D'ailleurs, un énorme focus a été porté sur le fait d'étoffer la caractérisation des différents personnages de l'équipe dans ces quêtes annexes, mais aussi bien dans l'histoire principale, et notamment dans les relations entre eux. Tout particulièrement entre Tifa et Aeris, il faut le dire, et j'ai tendance à penser que le travail a été accompli de ce côté-là. Ainsi, il y a une vraie dynamique de groupe qui a même été retranscrite dans le gameplay, pas forcément de manière subtile ou très originale, mais c'est à noter. D'ailleurs, dans les personnages, je tiens à dire que Cloud a énormément gagné dans son traitement, de par cette dynamique de groupe, et aussi grâce à certains rajouts, et ce n'est clairement pas déplaisant, et pour moi, c'est même l'un des points forts du titre. Mais il y a quelque chose qui m'a énormément choqué, et ce pour mon plus grand plaisir. Je me suis surpris à rire à gorge déployée à certains moments. Alors oui, le FF7 original pouvait être goofy par moments, mais là c'est d'un tout autre niveau. J'ai vraiment cru me retrouver face à un jeu de la licence Yakuza par moments, tellement c'était farfelu et absolument pas au détriment du récit général. En plus, la pléthore de mini-jeux renforce encore une fois cette comparaison avec la licence Like a Dragon. Car oui, j'ai énormément ri et, à ma grande surprise, je le rappelle, mais cela n'altère absolument pas le poids des scènes poignantes qui sont fortement présentes dans cet opus et qui fonctionnent incroyablement bien. Et vis-à-vis des éléments introduits dans le remake et des différentes ambiguïtés, qui sont, mine de rien, l'un des aspects important de ce projet, bien que j'étais inquiet au début, comme je vous le disais, j'ai été grandement rassuré dans cet opus sur à quel point les équipes maîtrisent leur récit, sa direction, les messages de l'original et ce qu'ils veulent raconter avec ce projet. J'ai été subjugué par sa fin et ses implications, me dirigeant en toute confiance vers le troisième opus que j'attends avec impatience. En résumé, oui, Final Fantasy VII Rebirth a certains défauts. Aucun que je saurais considérer comme rédhibitoires, même s'ils sont notables et en plein dans la face pour certains, notamment dans la structure de son open world. Mais que Arceus soit loué, sa générosité dans tous les domaines est telle que je les oublie volontiers. Un géant au pied d'argile, diront certains, mais un géant qui offre tellement. J'adore la proposition qui nous a été faite dans ce Rebirth, avec certes des axes d'amélioration objectifs, comme l'avait Remake par rapport à Rebirth, et je doute qu'ils sauront jouer là-dessus. Mais je retiendrai surtout le voyage qui m'a été proposé et qui m'aura marqué par bien des aspects,
représentant si bien ce que j'imaginais quand je voyais ces polygones à mes 9 ans, et bien plus encore. Merci de m'avoir écouté sur cette petite review de Final Fantasy VII Rebirth. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu, ou est-ce que si vous comptez le faire, quelles étaient vos attentes, est-ce qu'elles ont été remplies ou pas, et sans spoiler dans les commentaires s'il vous plaît. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, tout ça, un abonnement, ça fera plaisir. Et à la prochaine.